Il existe une image qui a changé pour toujours notre façon de comprendre l'univers. Pas une peinture, pas une simulation informatique, pas une illustration d'artiste. Une photographie réelle, prise par un télescope réel, d'un endroit réel dans le ciel nocturne. En décembre 1995, les astronomes du Space Telescope Science Institute ont pointé le télescope spatial Hubble vers un coin apparemment vide du ciel, dans la constellation de la Grande Ourse. Pas vers une galaxie connue, pas vers une nébuleuse lumineuse, pas vers une étoile spectaculaire, vers le vide, vers un endroit aussi petit, vu depuis la Terre, qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Une région du ciel qui représentait moins d'un millionième de la surface totale de la voûte céleste visible à l'œil nu. Et ils ont laissé Hubble regarder, pendant 10 jours consécutifs, 100 expositions successives, des dizaines d'heures de lumière accumulée, capturées par des détecteurs refroidis à des températures proches du zéro absolu. Ce qu'ils ont trouvé dans ce grain de vide apparent n'était pas le néant. C'était plus de 3000 galaxies. 3000 galaxies entières, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, certaines proches de quelques centaines de millions d'années-lumière, d'autres si lointaines que leur lumière avait voyagé plus de 10 milliards d'années pour atteindre le miroir de Hubble. Dans un fragment de ciel que vous pouvez couvrir avec le bout d'une aiguille à coudre. Laissez ce chiffre résonner un instant. Si ce fragment de vide contient 3000 galaxies et que ce fragment représente une fraction infime du ciel total, les calculs qui s'ensuivent mènent à des chiffres qui défient toute capacité d'absorption humaine. On estime aujourd'hui, en extrapolant ces données combinées à d'autres relevés profonds, qu'il existe dans l'univers observable au moins 2000 milliards de galaxies. 2 fois 10 puissance 12. 2000 milliards. Et cette estimation, publiée en 2016 par Christopher Consolis de l'Université de Nottingham et son équipe dans The Astrophysical Journal, représente elle-même peut-être seulement une fraction de l'univers total, dont nous ne voyons qu'une bulle limitée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Mais tout cela a commencé avec une décision audacieuse, presque irresponsable, diront certains à l'époque. Pointer le télescope le plus puissant jamais envoyé dans l'espace vers un endroit où il n'y a rien à voir. Pour comprendre pourquoi cette décision était si controversée, pourquoi elle a failli ne jamais être prise, et pourquoi elle a finalement transformé notre compréhension du cosmos, il faut d'abord comprendre ce qu'était Hubble avant cette nuit de décembre 1995, ce qu'il représentait, ce qu'il avait traversé, et quel poids pesait sur chaque heure de temps d'observation que les astronomes lui réclamaient. Hubble Space Telescope, nommé en l'honneur d'Edwin Hubble, l'astronome américain qui, dans les années 1920, avait démontré que les nébuleuses spirales, observées depuis la Terre, n'étaient pas de simples nuages de gaz à l'intérieur de notre propre galaxie, mais des îles-univers distinctes, des galaxies à part entière situées à des millions d'années-lumière. Edwin Hubble avait, en quelque sorte, révélé que l'univers était infiniment plus vaste que ce que quiconque imaginait. Il était juste que le télescope capable de voir le plus loin dans cet univers porte son nom. Le projet d'un télescope spatial remonterait aux années 1940. L'astrophysicien Lyman Spitzer Jr. publia en 1946 un article décrivant les avantages révolutionnaires d'un observatoire placé au-dessus de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère, merveilleuse pour maintenir la vie sur Terre, est une catastrophe pour l'astronomie. Elle tremble, elle absorbe certaines longueurs d'onde, elle diffuse la lumière. Un télescope au-dessus d'elle verrait avec une netteté absolue, sans le brouillage atmosphérique qui limite tous les observatoires au sol. Spitzer a consacré une grande partie de sa carrière à défendre ce projet. Il a fallu des décennies, des débats budgétaires au Congrès américain, des compromis sur la taille du miroir, réduit de 3 mètres à 2,4 mètres pour des raisons de coût, des retards technologiques. La tragédie de la navette,
Challenger, en 1986, a encore repoussé le calendrier de plusieurs années. Finalement, le 24 avril 1990, la navette Discovery a décollé du centre spatial Kennedy avec Hubble dans sa souffrance. Le lendemain, le 25 avril, le télescope a été déployé en orbite à environ 547 km d'altitude. Et puis est venu le choc. Lorsque les premières images ont été transmises à la Terre, les scientifiques ont réalisé avec consternation que quelque chose n'allait pas. Les images étaient floues. Pas à cause des défauts mineurs habituels, pas à cause de problèmes électroniques corrigibles. Le miroir principal de Hubble, un disque de verre ultra poli de 2,4 mètres de diamètre, souffrait d'une aberration sphérique. Son bord avait été poli avec une précision extraordinaire, mais dans la mauvaise forme. Une erreur de 2,2 micromètres, soit environ 50 fois moins qu'un cheveu humain. Imperceptible à l'œil humain. Dévastatrice pour un télescope de précision. Cette erreur était le résultat d'un défaut dans l'instrument utilisé pour mesurer la forme du miroir lors de sa fabrication par la société Perkin-Elmer. Une rondelle de calage mal positionnée dans le dispositif de mesure avait introduit une erreur systématique. La NASA, la communauté scientifique et les médias du monde entier ont réagi avec une stupéfaction mêlée d'indignation. Des années d'attente, un coût total de mise en orbite estimé à plus d'1,5 milliard de dollars, et Hubble ne pouvait pas voir correctement. Pendant 3 ans, Hubble a fonctionné en mode dégradé. Les scientifiques ont développé des algorithmes informatiques pour corriger partiellement les images, et même ainsi, certains résultats scientifiques valables ont été obtenus. Mais ce n'était pas ce qu'on avait promis. Ce n'était pas ce dont l'astronomie avait besoin. La solution est venue sous la forme d'une mission de maintenance. En décembre 1993, la navette Endeavour a emporté 7 astronautes vers Hubble. Pendant 5 sorties dans l'espace sur 11 jours, ils ont installé un instrument correcteur appelé COSTAR, acronyme anglais pour Corrective Optic Space Telescope Axial Replacement, ainsi qu'une nouvelle caméra grand champ, la Wide Field and Planetary Camera 2. COSTAR fonctionnait comme des lunettes pour Hubble, introduisant des miroirs correcteurs sur le chemin optique pour compenser l'aberration sphérique du miroir principal. Le 13 janvier 1994, les premières images post-correction ont été présentées en conférence de presse. La différence était stupéfiante. Là où avant, il y avait du flou, des étoiles ponctuelles nettes, comme des diamants. Là où avant, les structures des galaxies se dissolvaient dans une brume, des détails d'une précision chirurgicale. L'assistance a applaudi. Certains ont pleuré. Hubble fonctionnait. C'est dans ce contexte de renaissance que Robert Williams, alors directeur du Space Telescope Science Institute à Baltimore, a commencé à réfléchir à quelque chose d'extraordinairement ambitieux. Williams disposait d'un certain nombre d'heures de temps d'observation allouées à sa propre discrétion en tant que directeur, sans avoir à passer par le processus compétitif d'allocation du temps. C'était une tradition dans les grands observatoires, permettre aux directeurs de prendre des risques scientifiques que le comité habituel d'allocation, par prudence collective, n'aurait peut-être pas approuvé. Williams voulait utiliser ces heures pour regarder le vide. L'idée était simple dans sa formulation, révolutionnaire dans ses implications. Si Hubble pouvait accumuler suffisamment de lumière en regardant un seul endroit du ciel pendant plusieurs jours, il pourrait peut-être détecter des galaxies si faibles, si lointaines, que jamais aucun instrument n'avait pu les voir. Des galaxies aux frontières même de l'univers observable. Des galaxies qui existaient quand l'univers avait quelques centaines de millions d'années à peine, dans sa prime jeunesse cosmique. La résistance au sein de la communauté astronomique était réelle. Certains chercheurs estimaient que pointer Hubble vers un espace vide pendant 10 jours était une forme de gaspillage inexcusable d'un temps d'observation extrêmement précieux et disputé.
D'autres craignaient que l'expérience ne révèle qu'un fond noir uniforme et n'apporte rien de scientifiquement significatif, résultant en une humiliation publique pour l'institution. Williams a tenu bon. La sélection de l'endroit précis dans le ciel où pointait Hubble a été elle-même un processus méticuleux. Il fallait une région aussi éloignée que possible du plan de la Voie lactée pour éviter la poussière et les étoiles brillantes de notre propre galaxie qui auraient saturé les détecteurs ou créé des artefacts optiques. Il fallait une région évitant les sources de rayonnement infrarouge du système solaire, notamment la lumière zodiacale, produite par la poussière interplanétaire. Il fallait une région accessible à Hubble à différents moments de l'année pour permettre des observations de suivi. Et il fallait une région qui soit aussi dépourvue que possible d'objets brillants connus pour minimiser la lumière parasite. Après une recherche systématique, l'équipe a sélectionné une région dans la constellation de la Grande Ourse, aux coordonnées célestes, approximatives de 12 heures, 36 minutes d'ascension droite et 62 degrés 17 minutes de déclinaison. Une région que les catalogues astronomiques préexistants ne signalaient comme contenant rien de particulièrement intéressant. Pas de galaxies brillantes connues, pas d'amas d'étoiles, pas de nébuleuse remarquable, juste le vide. Un vide de 5,3 minutes d'arc de côté, soit environ 1/15 du diamètre apparent de la pleine Lune, vue depuis la Terre. Les observations ont commencé le 18 décembre 1995 et se sont terminées le 28 décembre 1995. Hubble a effectué 342 expositions individuelles, chacune d'une durée de 15 à 40 minutes, selon le filtre utilisé. 4 longueurs d'onde différentes ont été utilisées, de l'ultraviolet proche au proche infrarouge, pour permettre aux astronomes de détecter des galaxies à différentes distances et à différents stades de leur évolution. Au total, le temps d'intégration cumulé était d'environ 142 heures. Quand les données ont été traitées et que l'image composite finale a été assemblée, le silence dans les salles d'analyse du Space Telescope Science Institute a probablement dit plus que n'importe quel commentaire. Là où il n'y avait censément rien, il y avait tout. Des milliers de points de lumière, de taches colorées, de spirales miniatures, d'ellipses lumineuses, de formes irrégulières. Certains objets étaient si faibles que leur magnitude apparente atteignait 30,5, soit environ 4 milliards de fois plus faible que ce que l'œil humain nu peut percevoir dans un ciel sombre. Ces objets avaient émis leur lumière il y a plus de 10 milliards d'années. Certains existaient à une époque où notre propre Soleil n'avait pas encore commencé à se former. Ce n'était pas simplement une image belle, c'était un document historique de l'univers lui-même. Cette première image, connue sous le nom de Hubble Deep Field Nord, ou HDF-N, a été publiée le 15 janvier 1996. Elle est devenue l'une des images les plus importantes et les plus analysées de l'histoire de l'astronomie. Des centaines d'articles scientifiques ont été publiés en se basant sur ces données. Des conférences entières lui ont été consacrées. Elle a transformé des hypothèses vagues sur la formation des galaxies en contraintes observationnelles précises. Mais elle a aussi soulevé des questions auxquelles personne n'était encore capable de répondre. Pourquoi certaines de ces galaxies lointaines étaient-elles si différentes des galaxies que nous observons aujourd'hui dans notre voisinage cosmique? Pourquoi les galaxies de l'univers primitif semblaient-elles plus petites, plus irrégulières, plus bleues, souvent moins bien définies? Quel processus avait transformé ces structures chaotiques de gaz et d'étoiles en spirales et en ellipses majestueuses comme celles que nous connaissons maintenant? Et combien de temps avait-elle mis pour se former après le Big Bang? Ces questions n'attendraient pas longtemps avant que Hubble ne s'efforce d'y répondre. Et cette histoire de questions, de réponses et de nouvelles questions encore plus profondes est ce que nous allons explorer maintenant. Parce que le Hubble Deep Field Nord n'était que le début.
une preuve de concept, une invitation cosmique. La suite allait être encore plus vertigineuse. Pendant 34 ans, Hubble a regardé. Regardé plus loin, regardé plus longtemps, regardé avec des instruments améliorés installés par des astronautes qui se sont aventurés dans le vide à plusieurs reprises pour maintenir cet œil ouvert sur le cosmos. Et à chaque fois que les astronomes ont eu le courage de pointer cet instrument vers le vide apparent, vers les coins les plus sombres, les plus discrets, les plus négligés du ciel, ils ont trouvé la même chose. L'univers n'est jamais vide. Jamais. Cette réalité, simple dans sa formulation, a des implications qui s'étendent bien au-delà de l'astronomie. Elle touche à des questions fondamentales sur la nature du temps, de l'espace, de la matière et de l'énergie. Elle nous dit quelque chose de profond sur l'endroit où nous vivons et sur ce que nous sommes dans le cadre immense de ce qui existe. Mais avant d'aller plus loin dans ces profondeurs, prenons le temps de comprendre ce que Hubble est vraiment, comment il fonctionne et pourquoi sa position au-dessus de l'atmosphère terrestre fait une différence si radicale que des images impossibles depuis le sol deviennent non seulement possibles, mais banales depuis son orbite silencieuse à 547 km au-dessus de nos têtes. Parce que comprendre l'instrument, c'est comprendre pourquoi ces révélations sont si extraordinaires. Et commencer à saisir pourquoi, après 34 ans, il continue de nous surprendre. Pour apprécier pleinement ce que Hubble a accompli en regardant ces coins prétendument vides du cosmos, il faut d'abord comprendre pourquoi un télescope dans l'espace voit des choses qu'aucun télescope au sol ne peut voir, même si ce télescope terrestre est 10 fois plus grand. La distinction n'est pas simplement technique, elle est fondamentale. Elle touche à la nature même de la lumière, de l'atmosphère et du temps. L'atmosphère terrestre est une couverture de gaz d'environ 100 km d'épaisseur, dont la quasi-totalité de la masse est concentrée dans les premiers 12 km. Pour un être humain, elle est indispensable. Pour un astronome, elle est une source constante de frustration. La turbulence atmosphérique, causée par des courants d'air à différentes températures, fait trembler les images des étoiles. C'est pour cette raison que les étoiles semblent scintiller à l'œil nu, un phénomène poétique pour un promeneur nocturne, catastrophique pour un instrument de précision. Ce tremblement, que les astronomes appellent le seeing, limite la résolution angulaire des meilleurs télescopes au sol à environ une demi-seconde d'arc dans des conditions exceptionnelles et souvent bien davantage dans des conditions ordinaires. Hubble, en orbite au-dessus de l'atmosphère, atteint une résolution angulaire d'environ 0,5 de seconde d'arc, soit environ 0,047 secondes d'arc pour la Wide Field Camera, 3 dans des conditions optimales. C'est une différence d'un facteur 10 ou 20 par rapport aux meilleurs observatoires terrestres classiques. Cette amélioration apparemment modeste en termes numériques se traduit par des images d'une clarté radicalement différente. Des détails fins dans les galaxies lointaines qui se dissolvent en taches floues depuis le sol deviennent des structures précises depuis l'orbite. Mais la résolution n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié concerne les longueurs d'onde. L'atmosphère terrestre est transparente à la lumière visible et à une partie du rayonnement infrarouge proche. Pour tout le reste, elle est opaque. L'ultraviolet, en grande partie absorbé par l'ozone. Les rayons X, bloqués presque entièrement. Une grande partie de l'infrarouge, absorbée par la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. Ces longueurs d'onde portent des informations cruciales sur les objets astronomiques. La lumière ultraviolette révèle des régions de formation d'étoiles intenses, des atmosphères stellaires chaudes, des phénomènes énergétiques. Certaines longueurs d'onde infrarouges permettent de percer les nuages de poussière opaques aux yeux visibles. Depuis le sol, ces fenêtres d'observation sont soit fermées, soit fortement dégradées. Hubble observe dans l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge. Cette gamme élargie n'est pas un détail. Elle est essentielle pour comprendre des objets à différentes distances cosmiques. Voici pourquoi. L'univers est en expansion.
Cette expansion découverte par Edwin Hubble lui-même au début du XXe siècle, en observant les galaxies lointaines s'éloigner de nous, signifie que la lumière émise par des objets très distants a été étirée pendant son voyage vers nous. Plus un objet est loin, plus sa lumière a été étirée, plus son rayonnement a été décalé vers des longueurs d'onde plus grandes, vers le rouge. Ce phénomène s'appelle le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Des objets extrêmement distants émettent de la lumière ultraviolette, ou visible, mais cette lumière arrive à nous décaler vers le rouge, dans le domaine infrarouge. Sans sensibilité dans cette gamme, Hubble ne pourrait tout simplement pas voir les galaxies les plus reculées. La Wide Field Camera 3, installée lors de la dernière mission de maintenance en 2009, est sensible à des longueurs d'onde allant d'environ 200 nanomètres dans l'ultraviolet jusqu'à 1700 nanomètres dans le proche infrarouge. Cette plage spectrale extraordinaire permet de détecter des galaxies avec un redshift atteignant plusieurs unités, c'est-à-dire des objets dont la lumière a voyagé pendant 11, 12, voire 13 milliards d'années. Hubble est aussi un collecteur de lumière patient d'une efficacité remarquable. Son miroir principal de 2,4 mètres de diamètre peut accumuler des photons pendant des heures, des jours, voire des semaines si les expositions sont répétées sur le même champ. Chaque photon capturé est un messager ayant voyagé des milliards d'années. Additionner ces messagers, c'est littéralement additionner du temps cosmique. C'est précisément ce qu'ont fait les équipes qui ont planifié les observations profondes de Hubble. Accumuler de la lumière. Beaucoup de lumière. Patiemment. Après le succès du Hubble Deep Field Nord en 1995 et 1996, la question naturelle était la suivante. Ce champ était-il représentatif de l'univers dans son ensemble ou s'agissait-il d'une région atypique? Pour y répondre, une équipe dirigée par Robert Williams et ses successeurs a planifié une seconde observation profonde dans l'hémisphère sud céleste afin de sonder une région du ciel complètement différente. Le Hubble Deep Field Sud, ou HDFS, a été observé en octobre 1998 dans la constellation du Toucan. Comme pour son prédécesseur nordique, les chercheurs ont choisi avec soin une région vide d'objets brillants connus. Les résultats ont été cohérents avec ceux du premier champ profond. Des milliers de galaxies dans un fragment minuscule de ciel. Des distributions similaires en termes de type morphologique et de redshift. Cette cohérence était en elle-même un résultat scientifique majeur. Elle suggérait que l'univers était, à grande échelle, homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il avait le même aspect quelle que soit la direction dans laquelle on regardait. Ce principe, appelé principe cosmologique, est un fondement de la cosmologie moderne, et les champs profonds de Hubble lui ont apporté une confirmation observationnelle, directe et visuellement saisissante. Mais les instruments de Hubble s'amélioraient, et avec eux, la possibilité d'aller encore plus loin. En 2002, la navette Columbia a emporté lors de la mission STS-9 une nouvelle caméra destinée à Hubble. La Advanced Camera for Survey, ou ACS, était un instrument de détection de lumière visible d'une efficacité 2 fois supérieure à celle de la caméra précédente, avec un champ de vue 2 fois plus grand. Elle représentait un bond qualitatif significatif dans la capacité de Hubble à explorer les régions profondes du cosmos. Avec cet instrument amélioré, l'équipe scientifique a planifié ce qui allait devenir l'observation la plus profonde jamais réalisée à ce moment dans l'histoire de l'astronomie, l'Ultra Deep Field de Hubble, ou HUDF. Les observations ont commencé le 24 septembre 2003 et se sont étalées sur 400 orbites de Hubble autour de la Terre, soit environ 800 heures cumulatives d'observation, réparties jusqu'au 16 janvier 2004. La région cible, une minuscule fenêtre dans la constellation du Fourneau, mesurait environ 3,4 minutes d'arc de côté. 3,4 minutes d'arc.
Pour se donner une échelle, la pleine Lune mesure environ 30 minutes d'arc de diamètre. La HUDF représentait donc un champ environ 78 fois plus petit en superficie que le disque apparent de la Lune pleine. Et dans ce fragment infinitésimal de ciel, Hubble a détecté environ 10 000 galaxies. 10 000 galaxies dans un espace plus petit que la tête d'une épingle tenue à bout de bras. Les galaxies les plus faibles de cette image avaient une magnitude apparente de 30, ce qui signifie qu'elles étaient environ 1 milliard de fois plus faibles que les étoiles les plus faibles, visibles à l'œil nu dans un ciel parfaitement sombre. Ces objets extraordinairement ténus avaient émis leur lumière entre 700 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang, lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années sur ses 13,8 milliards d'années actuelles. L'image de l'Ultra Deep Field, publiée le 9 mars 2004, a immédiatement rejoint le Hubble Deep Field Nord dans le panthéon des images les plus importantes de l'histoire scientifique. Elle montrait pour la première fois avec une telle clarté les premières galaxies formées après le Big Bang, des objets irréguliers, compacts, bleutés, visiblement différents des majestueuses spirales et ellipses que nous connaissons dans l'univers local. Elle offrait une vue directe sur l'adolescence cosmique, sur l'époque où les structures à grande échelle de l'univers prenaient forme pour la première fois. Mais même avec tout cela, les astronomes voulaient aller plus loin. Le problème était que les galaxies les plus distantes connaissaient un redshift si important que leur lumière visible originelle était décalée vers l'infrarouge. Pour les détecter, il fallait une sensibilité infrarouge accrue. La Wide Field Camera 3, installée en 2009 lors de la mission de maintenance STS-125, qui s'est avérée être la dernière mission habitée vers Hubble, a fourni exactement cette capacité. En 2009 et 2010, exploitant cette nouvelle sensibilité infrarouge, les astronomes ont revisité le champ de l'Ultra Deep Field pour ajouter des expositions dans des longueurs d'onde infrarouges plus longues. Ce programme étendu a conduit à l'Extreme Deep Field, ou XDF, dont les données ont été publiées en septembre 2012. L'XDF représentait la combinaison de 10 années d'observation du même champ dans le fourneau, cumulant environ 2 millions de secondes d'exposition totale, soit environ 23 jours de temps d'intégration. La profondeur atteinte par cette image composite permettait de détecter des objets avec un redshift d'environ 10, c'est-à-dire des galaxies dont la lumière avait voyagé pendant environ 13,2 milliards d'années. Ces objets existaient à une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. L'XDF contenait environ 5500 galaxies dans un champ 2,4 fois plus petit que l'HUDF originel. Sa magnitude limite atteignait environ 31,2, soit parmi les niveaux les plus profonds jamais atteints par Hubble. Ce qu'il faut comprendre à ce stade, c'est que ces observations ne sont pas simplement des exploits techniques, elles sont des voyages dans le temps. Quand Hubble regarde une galaxie dont la lumière a voyagé 13 milliards d'années, il ne voit pas cette galaxie telle qu'elle est aujourd'hui. Il la voit telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. La galaxie que nous observons n'existe peut-être plus dans sa forme primitive. Elle a peut-être fusionné avec d'autres galaxies, évolué, produit des générations successives d'étoiles, peut-être même hébergé des systèmes planétaires et des processus chimiques complexes dans les milliards d'années qui ont suivi. L'image de l'XDF est donc simultanément une photographie du ciel actuel et un livre d'histoire cosmique. Les galaxies les plus proches, disposées au premier plan, brillantes et bien définies, représentent des époques relativement récentes, il y a quelques milliards d'années. Les galaxies plus faibles et plus lointaines, au fond de l'image, représentent des époques de plus en plus reculées. Regarder l'XDF, c'est regarder l'univers à différents âges, simultanément, comme si une seule photographie montrait un enfant, un adolescent, un adulte et un vieillard en même temps.
Cette capacité de Hubble à photographier le temps, pas seulement l'espace, est l'une des raisons pour lesquelles ces observations profondes ont eu un impact si transformateur sur notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Il faut aussi mentionner les 5 missions de maintenance que Hubble a reçues au cours de sa vie opérationnelle, parce qu'elles constituent en elles-mêmes une histoire remarquable d'ingéniosité humaine et de détermination scientifique. La première mission, SM-1, en décembre 1993, a installé l'optique corrective COSTAR et la Wide Field and Planetary Camera 2, remettant Hubble opérationnel après le désastre de l'aberration sphérique. La deuxième mission, SM-2, en février 1997, a remplacé 2 instruments et divers composants mécaniques, prolongeant la durée de vie opérationnelle du télescope. La troisième mission a été divisée en 2 parties. SM-3A, en décembre 1999, a remplacé les gyroscopes défaillants qui permettent à Hubble de pointer avec précision. SM-3B, en mars 2002, a installé la Advanced Camera for Surveys. Et finalement, SM-4, en mai 2009, la dernière, a installé la Wide Field Camera 3 et le Cosmic Origins Spectrograph, réparé la Advanced Camera for Surveys et le Space Telescope Imaging Spectrograph et remplacé les batteries et les gyroscopes. Au total, 11 astronautes différents ont effectué des sorties dans l'espace pour maintenir Hubble, certains à plusieurs reprises. Ces sorties extravéhiculaires se comptent en dizaines. Elles ont prolongé la vie d'un instrument qui, sans ces interventions, aurait cessé de fonctionner bien avant d'avoir atteint son potentiel scientifique. L'astronaute John Grunsfeld a participé à 3 des 5 missions de maintenance en 1999, 2002 et 2009. Il a passé plus de 58 heures en dehors des vaisseaux spatiaux lors de sorties extravéhiculaires liées à Hubble, gagnant le surnom affectueux de réparateur de Hubble au sein de la communauté scientifique. Sa dévotion à cet instrument illustre quelque chose de profondément humain dans cette histoire. Hubble n'est pas simplement une machine. Il est devenu, au fil des ans, une cause collective, un projet auquel des générations de scientifiques, d'ingénieurs, d'astronautes et d'administrateurs ont consacré des portions significatives de leur vie professionnelle. Pendant 34 ans, Hubble a effectué plus d'1 300 000 observations d'environ 50 000 cibles astronomiques différentes. Ces données ont contribué à plus de 19 000 articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture. Ces chiffres, publiés par le Space Telescope Science Institute pour les anniversaires du télescope, témoignent d'une productivité scientifique sans précédent pour un instrument individuel. Parmi ces résultats, certains se distinguent comme particulièrement transformateurs. La mesure précise du taux d'expansion de l'univers, la constante de Hubble, un problème sur lequel l'instrument a apporté des contraintes cruciales, mais qui recèle encore aujourd'hui une tension non résolue que nous aborderons plus loin. La découverte de l'accélération de l'expansion cosmique, qui a conduit au concept d'énergie noire et au prix Nobel de physique de 2011, accordé à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Rees. L'observation des premières galaxies formées après le Big Bang. La révélation que la quasi-totalité des grandes galaxies abritent en leur centre un trou noir supermassif. L'étude des atmosphères d'exoplanètes en transit devant leur étoile. Les images détaillées de nébuleuses planétaires et de régions de formation d'étoiles qui ont transformé notre vision de ces processus. Mais revenons à ce qui nous occupe dans cet épisode. Les champs profonds. Parce que derrière les images spectaculaires se cache une science exigeante, pleine de questions encore ouvertes. Quand les astronomes ont analysé les galaxies du Hubble Deep Field Nord, puis de l'Ultra Deep Field, puis de l'Extreme Deep Field, ils ont cherché à comprendre comment les galaxies évoluent à travers le temps cosmique. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé certaines prédictions théoriques, tout en contredisant d'autres de manière frappante.
Les galaxies de l'univers primitif, entre 1 et 3 milliards d'années après le Big Bang, présentaient des taux de formation d'étoiles bien plus élevés que les galaxies actuelles de taille comparable. Elles produisaient des étoiles à un rythme frénétique, consommant leur gaz à toute vitesse. Les galaxies actuelles, comme la Voie lactée, forment des étoiles à un taux relativement modeste, d'environ 2 à 3 masses solaires par an, selon les estimations actuelles. Certaines galaxies lointaines dans les champs profonds de Hubble formaient des étoiles à un rythme des centaines, voire des milliers de fois supérieur. Cette époque de formation stellaire intense, entre environ 2 et 4 milliards d'années après le Big Bang, a reçu le nom évocateur de midi cosmique, le moment où la formation d'étoiles dans l'univers atteignait son apogée. Les galaxies primitives étaient aussi, en moyenne, plus petites que les galaxies actuelles. Les modèles de formation des structures cosmiques prédisent que les petites galaxies se sont formées en premier, puis ont fusionné progressivement pour former de plus grandes structures. Ce processus, appelé formation hiérarchique des structures, est généralement confirmé par les observations des champs profonds. Mais les détails de ce processus, les mécanismes exacts par lesquels les galaxies fusionnent, absorbent des satellites, expulsent du gaz, activent et désactivent leur formation stellaire, restent des sujets de recherche active et parfois de débat. Ce que Hubble ne peut pas faire, et cette limite est importante à comprendre, c'est observer en détail les longueurs d'onde infrarouges, au-delà d'environ 2 micromètres. Pour les galaxies les plus lointaines, celles avec les redshifts les plus élevés, une grande partie de l'information utile est décalée au-delà de cette limite. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles le télescope spatial James Webb, lancé le 25 décembre 2021 et déclaré pleinement opérationnel en juillet 2022, a été conçu comme un instrument principalement infrarouge. Mais ça, nous y reviendrons dans une partie ultérieure. Pour l'instant, retenons ceci. Pendant 34 ans, Hubble a fonctionné comme une machine à remonter le temps. Chaque photon capturé porte l'empreinte du moment où il a été émis. En accumulant ces photons patiemment, en regardant dans des directions apparemment vides, les astronomes ont construit une archive visuelle de l'histoire cosmique qui n'avait jamais existé auparavant. Et cette archive a révélé quelque chose de troublant, quelque chose qui a obligé les cosmologistes à remettre en question certaines de leurs certitudes les plus profondes. L'univers que nous voyons dans les champs profonds n'est pas tout à fait celui que nos meilleurs modèles théoriques prédisaient. Il y a des galaxies trop grandes, trop anciennes, trop bien formées pour l'époque à laquelle elles semblent exister. Il y a des structures qui semblent s'être développées trop rapidement pour s'accorder avec notre compréhension de la physique fondamentale. Et ces anomalies, découvertes progressivement grâce à Hubble et confirmées ensuite avec une acuité encore plus grande par James Webb, constituent l'un des problèmes les plus excitants et les plus dérangeants de la cosmologie contemporaine. Mais avant d'explorer ces problèmes dans toute leur profondeur, il faut d'abord comprendre le contexte cosmologique dans lequel ils s'inscrivent. Comprendre ce que nos modèles prédisent, comment ils ont été construits et pourquoi les observations des champs profonds les mettent sous pression. La cosmologie moderne repose sur des fondements théoriques et observationnels élaborés sur plus d'un siècle de science. Ces fondements sont solides, mais ils ne sont peut-être pas complets. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pour comprendre pourquoi les images de Hubble ont créé une tension profonde au cœur de la cosmologie moderne, il faut d'abord comprendre le modèle que ces images sont venues tester. Un modèle construit sur un siècle de théorie et d'observation, perfectionné au fil des décennies, et qui reste aujourd'hui le cadre le plus précis que nous ayons pour décrire l'univers dans son ensemble. On l'appelle le modèle standard de la cosmologie, ou modèle lambda CDM. Ce nom cryptique cache une vision extraordinairement ambitieuse de la naissance, de l'évolution et du destin de tout ce qui existe. Lambda est le symbole grec utilisé par Albert Einstein dans ses équations de la relativité générale pour représenter ce que l'on appelle aujourd'hui l'énergie noire.
CDM est l'abréviation anglaise de Cold Dark Matter, matière noire froide. Ces deux composantes, toutes deux invisibles et toutes deux détectées uniquement par leurs effets gravitationnels sur la matière ordinaire, constituent ensemble environ 95% du contenu total de l'univers selon ce modèle. La matière ordinaire, les atomes, les étoiles, les planètes, vous, moi, l'air et les océans, représentent moins de 5% de ce qui existe. Cette affirmation mérite qu'on s'y arrête. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, analyser directement, tout ce dont est faite la matière que nous connaissons, ne représente qu'une fraction infime du contenu de l'univers. Le reste est invisible, non pas parce que nous manquons d'instruments suffisamment puissants, mais parce qu'il n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière et n'interagit pas avec la lumière d'aucune manière connue, sauf par la gravité. La matière noire a été postulée pour la première fois pour expliquer des anomalies dans la dynamique des galaxies. Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin, travaillant avec l'astronome W. Kent Ford au Carnegie Institution of Washington, a mesuré avec précision les vitesses de rotation des étoiles à différentes distances du centre de plusieurs galaxies spirales. Selon la mécanique newtonienne et la distribution visible de masse dans ces galaxies, les étoiles situées loin du centre auraient dû se déplacer plus lentement que celles situées près du centre, de la même façon que les planètes extérieures du système solaire orbitent le Soleil plus lentement que les planètes intérieures. Ce n'est pas ce qu'elle a observé. Les étoiles au bord des galaxies se déplaçaient à des vitesses comparables à celles des étoiles centrales, parfois même plus vite. Les courbes de rotation des galaxies étaient plates, là où elles auraient dû décliner. La seule explication cohérente avec les lois de la gravité était qu'il existait une quantité substantielle de masse invisible enveloppant chaque galaxie, un halo de matière non lumineuse dont la gravité maintenait les étoiles périphériques dans leur orbite rapide. Rubin et Ford n'étaient pas les premiers à soupçonner l'existence de cette matière manquante. Fritz Zwicky avait déjà proposé quelque chose de similaire dans les années 1930 pour expliquer les mouvements des galaxies dans les amas. Mais leurs mesures systématiques de dizaines de galaxies ont apporté les preuves observationnelles les plus convaincantes et les plus difficiles à ignorer. L'énergie noire, elle, a été postulée bien plus tard. En 1998, deux équipes indépendantes étudiaient des supernovas de type 1A, des explosions stellaires dont la luminosité intrinsèque est suffisamment standardisée pour servir de chandelle standard en cosmologie, permettant de mesurer des distances dans l'univers lointain. L'équipe du Supernova Cosmology Project, dirigée par Saul Perlmutter du Lawrence Berkeley National Laboratory, et l'équipe High Z Supernova Search Team, co-dirigée par Brian Schmidt de l'Observatoire national australien et Adam Rees de l'Université de Californie à Berkeley, ont toutes deux découvert la même chose stupéfiante. Les supernovas lointaines étaient plus faibles que prévu, ce qui signifiait qu'elles étaient plus loin que prévu. L'univers ne se contentait pas d'être en expansion. Son expansion S. Pour comprendre pourquoi les images de Hubble ont créé une tension profonde au cœur de la cosmologie moderne, il faut d'abord comprendre le modèle que ces images sont venues tester. Un modèle construit sur un siècle de théorie et d'observation, perfectionné au fil des décennies, et qui reste aujourd'hui le cadre le plus précis que nous ayons pour décrire l'univers dans son ensemble. On l'appelle le modèle standard de la cosmologie, ou modèle lambda CDM. Ce nom cryptique cache une vision extraordinairement ambitieuse de la naissance, de l'évolution et du destin de tout ce qui existe. Lambda est le symbole grec utilisé par Albert Einstein dans ses équations de la relativité générale pour représenter ce que l'on appelle aujourd'hui l'énergie noire. CDM est l'abréviation anglaise de Cold Dark Matter, matière noire froide. Ces deux composantes,
toutes deux invisibles et toutes deux détectées uniquement par leurs effets gravitationnels sur la matière ordinaire, constituent ensemble environ 95% du contenu total de l'univers selon ce modèle. La matière ordinaire, les atomes, les étoiles, les planètes, vous, moi, l'air et les océans représentent moins de 5% de ce qui existe. Cette affirmation mérite qu'on s'y arrête. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, analyser directement, tout ce dont est faite la matière que nous connaissons, ne représente qu'une fraction infime du contenu de l'univers. Le reste est invisible, non pas parce que nous manquons d'instruments suffisamment puissants, mais parce qu'il n'émet pas de lumière, n'absorbe pas de lumière et n'interagit pas avec la lumière d'aucune manière connue, sauf par la gravité. La matière noire a été postulée pour la première fois pour expliquer des anomalies dans la dynamique des galaxies. Dans les années 1970, l'astronome Vera Rubin, travaillant avec l'astronome W. Kent Ford au Carnegie Institution of Washington, a mesuré avec précision les vitesses de rotation des étoiles à différentes distances du centre de plusieurs galaxies spirales. Selon la mécanique newtonienne et la distribution visible de masse dans ces galaxies, les étoiles situées loin du centre auraient dû se déplacer plus lentement que celles situées près du centre, de la même façon que les planètes extérieures du système solaire orbitent le Soleil plus lentement que les planètes intérieures. Ce n'est pas ce qu'elle a observé. Les étoiles au bord des galaxies se déplaçaient à des vitesses comparables à celles des étoiles centrales, parfois même plus vite. Les courbes de rotation des galaxies étaient plates, là où elles auraient dû décliner. La seule explication cohérente avec les lois de la gravité était qu'il existait une quantité substantielle de masse invisible enveloppant chaque galaxie, un halo de matière non lumineuse dont la gravité maintenait les étoiles périphériques dans leur orbite rapide. Rubin et Ford n'étaient pas les premiers à soupçonner l'existence de cette matière manquante. Fritz Zwicky avait déjà proposé quelque chose de similaire dans les années 1930 pour expliquer les mouvements des galaxies dans les amas, mais leurs mesures systématiques de dizaines de galaxies ont apporté les preuves observationnelles les plus convaincantes et les plus difficiles à ignorer. L'énergie noire, elle, a été postulée bien plus tard. En 1998, deux équipes indépendantes étudiaient des supernovas de type 1A, des explosions stellaires dont la luminosité intrinsèque est suffisamment standardisée pour servir de chandelle standard en cosmologie, permettant de mesurer des distances dans l'univers lointain. L'équipe du Supernova Cosmology Project, dirigée par Saul Perlmutter du Lawrence Berkeley National Laboratory, et l'équipe ISE Supernova Search Team, co-dirigée par Brian Schmidt de l'Observatoire national australien et Adam Rees de l'Université Johns Hopkins, ont toutes deux découvert la même chose stupéfiante. Les supernovas lointaines étaient plus faibles que prévu, ce qui signifiait qu'elles étaient plus éloignées que prévu. L'univers ne se contentait pas d'être en expansion. Son expansion s'accélérait. Cette découverte était si inattendue, si contraire à l'intuition, que les deux équipes ont passé des mois à vérifier leurs données, cherchant des erreurs systématiques, des biais instrumentaux, des effets de poussière cosmique qui auraient pu rendre les supernovas artificiellement plus faibles. Elles n'en ont trouvé aucun qui puisse expliquer l'effet. L'accélération était réelle. Pour l'expliquer, les physiciens ont ressuscité le terme de constante cosmologique qu'Einstein avait introduit en 1917 pour équilibrer ses équations dans un univers statique, puis abandonné après la découverte de l'expansion. Cette constante, qui représente une forme d'énergie inhérente au vide de l'espace lui-même, agissant comme une force répulsive à grande échelle, a reçu le nom générique d'énergie noire. Perlmutter, Schmidt et Rees ont reçu le prix Nobel de physique en 2011 pour cette découverte. Le modèle lambda CDM, intégrant ces deux composantes invisibles, ainsi que le Big Bang, l'inflation cosmique et la formation hiérarchique des structures, est remarquablement précis. Il prédit avec une fidélité impressionnante la distribution à grande échelle des galaxies dans l'univers,
les fluctuations du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement résiduel de chaleur du Big Bang mesuré avec précision par les satellites COBE, WMAP et Planck, et de nombreuses autres propriétés observables du cosmos. C'est un triomphe intellectuel de premier ordre, mais il contient des tensions, des fissures, et les observations profondes de Hubble ont contribué à les rendre visibles. La première de ces tensions est ce que les cosmologistes appellent la tension de Hubble, ou Hubble tension en anglais. Elle concerne la mesure du taux d'expansion actuel de l'univers, quantifié par la constante de Hubble, notée h0. Cette constante exprime la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent de nous en fonction de leur distance. Elle se mesure en kilomètres par seconde par mégaparsec, un mégaparsec étant environ 3,26 millions d'années-lumière. Il existe deux méthodes indépendantes principales pour mesurer cette constante, et elles donnent des résultats qui ne s'accordent pas. La première méthode repose sur le fond diffus cosmologique, le rayonnement émis environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons pour former des atomes neutres, rendant l'univers transparent pour la première fois. Les fluctuations de température dans ce rayonnement portent l'empreinte des conditions physiques de l'univers primitif. En analysant ces fluctuations avec les données du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, publiées dans leurs résultats les plus complets en 2018, les cosmologistes ont dérivé une valeur de H0 d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude d'environ 1%. La seconde méthode, appelée l'échelle de distance cosmique locale, utilise une chaîne de mesure de distance de plus en plus grande. D'abord les étoiles céphéides, des étoiles pulsantes, dont la relation entre période et luminosité, découverte par Henrietta Swan Leavitt au début du XXe siècle, permet de mesurer les distances directement. Puis les supernovas de type 1A, étalonnées grâce aux céphéides. Cette méthode, exploitée notamment par Adam Riess et son équipe dans le cadre du projet SH0ES, Supernovae, H0 for the Equation of State, qui utilise abondamment les données de Hubble et maintenant de James Webb, donne une valeur de H0 d'environ 73 km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude similaire. La différence entre ces deux valeurs, environ 67,4 contre 73, semble minime en termes absolus. Mais statistiquement, elle représente une divergence de plus de 5 sigma, c'est-à-dire une discordance si improbable dans le cadre du modèle standard qu'elle ne peut pas être attribuée à une simple fluctuation statistique. En physique, une significance de 5 sigma est généralement considérée comme le seuil pour une découverte. Ici, elle signifie que quelque chose ne va pas, soit dans l'une des méthodes de mesure, soit dans le modèle cosmologique lui-même. Les explications proposées sont nombreuses. Certains chercheurs suggèrent que des erreurs systématiques non identifiées affectent l'une ou l'autre méthode. D'autres proposent des modifications au modèle standard. Une énergie noire qui ne serait pas une constante, mais évoluerait dans le temps. Une physique nouvelle au moment du découplage, c'est-à-dire dans l'univers primitif, qui modifierait les prédictions dérivées du fond diffus cosmologique. Des interactions entre la matière noire et l'énergie noire. Jusqu'à présent, aucune explication n'est universellement acceptée par la communauté, et la tension de Hubble reste l'un des problèmes ouverts les plus discutés de la cosmologie contemporaine. Des données récentes du télescope spatial James Webb, publiées en 2023 et 2024 concernant les céphéides dans des galaxies plus éloignées, semblent confirmer les mesures locales d'Adam Riess plutôt que de les infirmer, renforçant l'idée que la tension est réelle et non un artefact instrumental. Mais la tension de Hubble, aussi intrigante soit-elle, n'est pas la seule fissure dans le modèle standard révélée par les observations profondes. Il y en a une autre, plus récente, et qui touche directement au cœur de ce que Hubble et James Webb ont observé dans les régions les plus reculées du cosmos.
Pour comprendre cette seconde tension, il faut revenir à la façon dont le modèle lambda CDM prédit la formation des galaxies. Selon ce modèle, immédiatement après le Big Bang, l'univers était une soupe extrêmement chaude, dense et presque parfaitement uniforme de matière et de rayonnement. Presque uniforme, mais pas tout à fait. Il existait de légères fluctuations de densité, des régions infimes où la matière était très légèrement plus concentrée que dans l'environnement. Ces fluctuations, dont les origines remontent probablement à la période d'inflation cosmique dans les premières fractions de seconde après le Big Bang, se sont amplifiées au fil du temps sous l'effet de la gravité. Les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière, devenant encore plus denses, créant progressivement les premières structures cosmiques. La matière noire a joué un rôle crucial dans ce processus. Parce qu'elle n'interagit pas avec le rayonnement, elle a pu commencer à s'effondrer gravitationnellement beaucoup plus tôt que la matière ordinaire, formant des halos invisibles qui ont servi d'échafaudage pour l'accumulation ultérieure de gaz ordinaire. C'est dans ces halos de matière noire que le gaz s'est refroidi, s'est densifié et a finalement commencé à former les premières étoiles et les premières galaxies. Ce processus prend du temps. Selon les simulations informatiques les plus sophistiquées du modèle lambda CDM, comme les simulations illustrices TNG développées par une collaboration internationale de chercheurs, les premières galaxies vraiment massives et bien structurées ne devraient pas apparaître avant plusieurs centaines de millions d'années après le Big Bang. Et les galaxies ayant des masses comparables à celles des grandes galaxies actuelles, comme la Voie lactée ou Andromède, ne devraient pas exister avant au moins 1 à 2 milliards d'années après le Big Bang. Les premières observations profondes de Hubble semblaient généralement cohérentes avec ces prédictions. Les galaxies les plus lointaines détectées dans l'Ultra Deep Field et l'Extreme Deep Field étaient effectivement petites, irrégulières et peu massives, ce qui s'accordait avec l'idée qu'elles étaient dans leur phase de formation initiale. Mais les observations plus récentes ont commencé à révéler des anomalies troublantes. Hubble a contribué à identifier plusieurs galaxies à très grand redshift qui semblaient plus massives, plus évoluées, mieux structurées que ce que les simulations prédisaient pour leur époque. Ces objets, détectés en nombre croissant dans des relevés combinant Hubble avec des observatoires au sol, comme le VLT de l'ESO au Chili, et des observatoires millimétriques comme ALMA, l'Atacama Large Millimeter Array, posaient une question difficile. Comment des galaxies aussi massives avaient-elles pu se former si rapidement après le Big Bang? Une étude publiée en 2021 dans la revue Nature Astronomy par une équipe menée par Kate Whitaker de l'Université du Massachusetts, utilisant des données combinées de Hubble et d'ALMA, a montré que certaines galaxies massives avaient mystérieusement arrêté de former des étoiles à des époques très reculées, environ 2 à 3 milliards d'années après le Big Bang. Ces galaxies dites quiescentes avaient déjà atteint des masses stellaires comparables à celles de la Voie lactée, puis avaient cessé toute formation stellaire pour des raisons qui restent débattues. La rapidité à la fois de leur formation et de leur extinction était difficile à réconcilier avec les prédictions du modèle standard. Ces anomalies détectées par Hubble n'étaient que l'avant-goût de ce que James Webb allait révéler avec une clarté beaucoup plus dérangeante. Mais avant d'y venir, revenons à ce que Hubble lui-même a trouvé en sondant les régions les plus profondes de l'espace, parce que les champs profonds ont révélé d'autres caractéristiques de l'univers qui méritent d'être explorées en détail. L'une des découvertes les plus importantes issues de l'analyse du Hubble Deep Field Nord et de ses successeurs concerne la morphologie, c'est-à-dire la forme, des galaxies à différentes époques cosmiques. Dans l'univers local, à quelques dizaines ou centaines de millions d'années-lumière de nous, les galaxies se répartissent principalement en 2 grandes catégories. Les galaxies spirales, comme la Voie lactée ou Andromède, avec leurs disques plats traversés de bras spirolumineux. Et les galaxies elliptiques, des sphéroïdes lisses de vieilles étoiles rouges, dépourvues de structures spirales et de formations stellaires actives.
Dans les champs profonds, à mesure que l'on regarde vers des redshifts croissants, donc vers des époques de plus en plus reculées, la proportion de galaxies à morphologie régulière diminue. L'univers primitif abonde en galaxies de formes irrégulières, asymétriques, souvent en apparence de fusion ou d'interaction. Des structures compactes lumineuses que les astronomes ont surnommées de manière colorée, pias vertes ou blobs de Lyman alpha, selon leurs caractéristiques spectrales. Des objets qui n'ont pas d'équivalent évident dans l'univers local. Cette évolution morphologique à travers le temps cosmique est cohérente avec l'idée que les galaxies se forment d'abord de manière chaotique, puis s'organisent progressivement sous l'effet des fusions, de l'évolution dynamique interne et des interactions gravitationnelles avec leur environnement. Mais les détails de ce processus restent mal compris. Pourquoi certaines galaxies spirales existent-elles déjà à des redshifts modérément élevés, alors que le modèle prédit qu'elles auraient dû prendre plus de temps à se former? Quel processus transforme une galaxie spirale active en galaxie elliptique quiescente? Ces questions touchent à ce que les astronomes appellent l'évolution des galaxies, un domaine de recherche extrêmement actif dans lequel les données des champs profonds de Hubble jouent un rôle central. Un autre résultat frappant des observations profondes concerne les interactions entre galaxies. Dans les champs profonds, on observe de nombreuses paires et groupes de galaxies en apparence d'interaction ou de fusion. Ces interactions ne sont pas rares. Elles semblent au contraire avoir été beaucoup plus fréquentes dans l'univers primitif que dans l'univers actuel, simplement parce que l'univers était alors plus petit et les galaxies plus proches les unes des autres. Les fusions de galaxies sont aujourd'hui reconnues comme l'un des moteurs principaux de l'évolution galactique. Elles peuvent déclencher des épisodes intenses de formation stellaire, alimenter les trous noirs supermassifs centraux et modifier profondément la structure dynamique des galaxies impliquées. La Voie lactée elle-même est en cours de fusion lente avec plusieurs galaxies satellites. Elle a déjà absorbé de nombreuses petites galaxies dans le passé, comme l'atteste la structure complexe du halo stellaire de notre galaxie. Et elle est destinée à fusionner avec la galaxie d'Andromède dans environ 4,5 milliards d'années, selon les calculs basés sur les mesures précises des vitesses relatives des deux galaxies. Mais les champs profonds de Hubble ont aussi révélé quelque chose de plus fondamental encore que l'évolution des galaxies individuelles. Ils ont permis de cartographier, au moins partiellement, la structure à grande échelle de l'univers à différentes époques cosmiques. Cette structure, appelée la toile cosmique, est l'une des caractéristiques les plus spectaculaires du cosmos à grande échelle. Elle se compose de filaments de matière dans lesquels se concentrent les galaxies, entourées de vides immenses, quasi dépourvus de galaxies, appelées voides. Cette toile cosmique n'est pas aléatoire. Elle est le résultat direct de l'amplification gravitationnelle des fluctuations de densité primordiale. Les simulations informatiques du modèle Lambda CDM reproduisent remarquablement bien la structure de cette toile cosmique telle qu'elle est observée dans l'univers local par des relevés comme le Sloan Digital Sky Survey. Les champs profonds de Hubble permettent d'observer comment cette toile se formait et évoluait dans l'univers lointain, offrant des contraintes observationnelles importantes sur les modèles de formation des structures. Ce que ces observations montrent, collectivement, c'est un univers en évolution continue, qui a changé de manière dramatique entre ses premiers instants et l'époque actuelle. Un univers qui a traversé des phases de formation stellaire frénétique, de fusions galactiques intenses, de croissance progressive des structures à grande échelle, tout en étant gouverné par des composantes dont nous ne comprenons toujours pas la nature fondamentale. Et c'est précisément là que réside l'une des vertus les plus profondes des observations de Hubble. Elles n'ont pas seulement répondu à des questions, elles en ont posé de nouvelles. Des questions plus précises, mieux formulées et par conséquent plus difficiles à esquiver. La cosmologie du début des années 1990, avant le Hubble Deep Field, pouvait se permettre d'être vague sur les détails de la formation des galaxies.
les observations n'avaient pas encore la résolution et la profondeur nécessaires pour contraindre les modèles de façon décisive. Après le Hubble Deep Field Nord, puis l'Ultra Deep Field, puis l'Extreme Deep Field, cette vagueur n'est plus possible. Les modèles doivent rendre compte précisément de ce que les images montrent, et certains modèles ont du mal à y parvenir. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un état d'une densité et d'une chaleur extrême, que depuis lors, il s'est expandu et refroidi, que des structures se sont formées progressivement à partir de fluctuations infimes de densité, que les galaxies, les étoiles, les planètes et finalement la vie sont apparues au cours de ce processus. Tout cela est solidement établi par des observations multiples et indépendantes. Ce qui reste un mystère, c'est la nature de la matière noire et de l'énergie noire, les mécanismes précis de formation des premières galaxies, les raisons de la tension de Hubble et les processus qui régissent l'évolution des galaxies à travers le temps cosmique. Ces mystères ne sont pas des défaillances de la science, ils sont ses frontières vivantes. Et en 2021, un nouvel instrument a été lancé qui allait pousser ces frontières plus loin encore que Hubble n'avait jamais pu le faire, révélant des surprises encore plus profondes dans les régions reculées du cosmos. Mais avant d'en parler, il faut revenir à Hubble lui-même et à l'une de ses contributions les plus méconnues, celle qui concerne non pas les galaxies lointaines, mais les objets de notre propre voisinage cosmique et qui a tout autant transformé notre compréhension de l'univers. Parce que Hubble ne regardait pas seulement vers le passé lointain, il regardait aussi autour de lui, et ce qu'il voyait dans notre propre galoisinage était à sa manière tout aussi révélateur. Il serait facile de réduire l'héritage de Hubble à ces images les plus lointaines, à ces champs profonds qui montrent des galaxies aux confins du cosmos observable. Ces images sont spectaculaires, certes, et leur importance scientifique est indéniable, mais limiter Hubble à ses explorations des grandes profondeurs serait comme résumer la carrière d'un explorateur extraordinaire à un seul voyage. Pendant 34 ans, Hubble a tourné son regard dans toutes les directions, vers le proche comme vers le lointain, et ce qu'il a vu dans notre propre voisinage cosmique a été tout aussi transformateur, tout aussi riche en surprises, et parfois tout aussi dérangeant pour nos certitudes préexistantes. Commençons par les planètes de notre propre système solaire. Hubble n'est pas un instrument conçu pour l'observation planétaire. Sa résolution angulaire, remarquable pour des objets astronomiques lointains, est modeste comparée à ce que des sondes spatiales dédiées peuvent obtenir en approche directe. Mais Hubble a l'avantage unique d'observer en permanence, année après année, permettant un suivi à long terme de phénomènes planétaires que les missions dédiées ne peuvent observer que pendant des fenêtres de survol limitées. L'exemple le plus spectaculaire de cette capacité est l'observation de Jupiter. En juillet 1994, quelques mois après que la mission de maintenance eut rendu Hubble pleinement opérationnel, une comète nommée Shoemaker-Levy 9 s'est fragmentée et s'est écrasée sur Jupiter en une série de 21 impacts distincts étalés sur 6 jours, du 16 au 22 juillet. C'était le premier événement d'impact planétaire jamais observé en temps réel par l'humanité. Hubble a photographié les cicatrices atmosphériques laissées par chaque fragment avec une résolution sans précédent depuis la Terre. Certaines de ces cicatrices étaient plus grandes que le diamètre de la Terre entière. L'impact du fragment G, le plus important de la série, a libéré une énergie estimée à environ 6 millions de mégatonnes, soit environ 600 fois l'arsenal nucléaire mondial estimé de l'époque. Les images de Hubble sont restées les références visuelles de cet événement pendant des années. Mais au-delà de l'aspect spectaculaire, les observations de Jupiter par Hubble ont contribué à une science sérieuse. Elles ont permis de suivre l'évolution de la grande tache rouge, cette tempête anticyclonique persistante dont le diamètre, au début du XXe siècle, était estimé à environ 40 000 km.
Les mesures de Hubble sur plusieurs décennies ont documenté que cette structure, bien que toujours active, a rétréci de manière significative. En 2014, des images de Hubble montraient que la grande tache rouge avait atteint sa taille la plus petite jamais mesurée depuis les observations télescopiques modernes, environ 16 000 km de diamètre. Le mécanisme précis de ce rétrécissement reste débattu, et Hubble continue de surveiller l'évolution de cette structure emblématique. Les observations de Saturne ont été tout aussi révélatrices. Hubble a documenté les changements saisonniers dans l'atmosphère de Saturne, suivi l'évolution des anneaux sous différentes inclinaisons lors des orbites de la planète autour du Soleil et observé des tempêtes atmosphériques éphémères. En 2018 et 2019, les images de Hubble ont montré une hexagone polaire nord de Saturne, une structure atmosphérique remarquable de forme hexagonale aux dimensions planétaires, changeant de couleur de bleu-vert à une teinte plus dorée, probablement en raison de changements dans la chimie atmosphérique liés aux saisons saturniennes, chaque saison durant environ 7 années terrestres. Hubble a aussi contribué à notre connaissance d'Uranus et Neptune, les deux géantes glacées du système solaire externe, difficiles à étudier en détail depuis les sondes dédiées, car Voyager 2 reste la seule mission à les avoir survolées, en 1986 et 1989 respectivement. Les images de Hubble ont suivi l'évolution des systèmes nuageux d'Uranus, montrant une planète qui, contrairement à son apparence quasi uniforme lors du survol de Voyager 2, développe des structures atmosphériques complexes lors de son équinoxe et de son solstice. Pour Neptune, Hubble a documenté l'évolution de la grande tache sombre, une structure anticyclonique similaire à la grande tache rouge de Jupiter, mais beaucoup moins stable. La tache observée par Voyager 2 en 1989 avait disparu lorsque Hubble a pointé Neptune pour la première fois en 1994. Une nouvelle tache était apparue dans l'hémisphère nord. Ces taches semblent se former et disparaître sur des échelles de temps de l'ordre de quelques années terrestres, contrairement à la grande tache rouge de Jupiter qui persiste depuis au moins des siècles. Mais c'est peut-être dans le domaine des lunes planétaires que Hubble a apporté certaines de ses contributions les plus inattendues au sein même du système solaire. En 2013 et 2016, des images de Hubble ont fourni les premières preuves d'une activité géologique et peut-être de geysers à la surface de Ganymède et d'Europe, deux lunes de Jupiter. Pour Europe en particulier, une publication dans le journal Astrophysical Journal Letters en 2016 par une équipe dirigée par William Sparks du Space Telescope Science Institute a rapporté la détection probable de panaches de vapeur d'eau s'élevant jusqu'à environ 200 km au-dessus de la surface de la Lune. Ces observations étaient importantes car Europe est considérée comme l'un des environnements les plus propices à l'existence de vie dans le système solaire, abritant vraisemblablement un océan liquide sous sa surface de glace. Des panaches suggèrent que cet océan pourrait communiquer avec la surface, offrant potentiellement un accès à ses constituants chimiques sans nécessité de forer à travers des kilomètres de glace. Ces détections par Hubble ont été identifiées comme probables, mais nécessitant confirmation par des observations ultérieures, notamment celle de la mission Europa Clipper de la NASA, lancée en octobre 2024, qui doit effectuer de nombreux survols rapprochés d'Europe pour en étudier l'environnement en détail. Au-delà du système solaire, Hubble a transformé notre compréhension des étoiles et de leur cycle de vie d'une façon que l'astronomie au sol n'aurait jamais pu accomplir seule. La nébuleuse de la Carène est l'une des régions de formation d'étoiles les plus actives et les plus massives de la Voie lactée, située à environ 7500 années-lumière. L'image de Hubble de cette région, publiée en 2010 pour le 20e anniversaire du télescope, est devenue l'une des plus célèbres de sa longue carrière. Elle révèle des piliers de gaz et de poussière s'étendant sur plusieurs années-lumière, des régions opaques
en cours d'effondrement gravitationnel pour former de nouvelles étoiles, sculptées par le rayonnement intense et les vents stellaires des étoiles massives et lumineuses, qui viennent de naître à proximité. Ces structures sont à la fois des pouponnières stellaires et des témoins de la violence des processus astrophysiques qui gouvernent la naissance des étoiles. Cette image n'est pas simplement esthétique. Elle est un document scientifique détaillé. En analysant la distribution du gaz et de la poussière, les astronomes peuvent identifier les sites de formation d'étoiles à différents stades, depuis les cœurs denses opaques qui précèdent immédiatement l'effondrement jusqu'aux jeunes objets stellaires enveloppés dans leurs disques de gaz et de poussière protoplanétaires. Ces disques, visibles comme de petites structures sombres en silhouette devant le fond lumineux de la nébuleuse, appelée Proplyds, ont été observés pour la première fois en détail par Hubble dans la nébuleuse d'Orion, à environ 1300 années-lumière, et ont fourni les premières images directes des précurseurs de systèmes planétaires. La nébuleuse d'Orion elle-même a fait l'objet d'un relevé extraordinairement détaillé par Hubble. Un mosaïque publié en 2006, assemblant plus de 500 expositions de la caméra ACS, montrait plus de 3000 étoiles de différents types et stades d'évolution dans un seul champ de vue, dont un grand nombre entouré de disques protoplanétaires. Ce relevé a permis aux astronomes de mesurer statistiquement la fréquence et les propriétés de ces disques, apportant des contraintes directes sur les théories de formation des systèmes planétaires. Car Hubble n'a pas seulement observé la naissance des étoiles, il a aussi observé leur mort. Les nébuleuses planétaires, ces enveloppes de gaz éjectées par des étoiles de masse faible à intermédiaire en fin de vie, ont fait l'objet d'images parmi les plus belles de l'histoire de Hubble. La nébuleuse de l'œil de chatte, la nébuleuse du sablier, la nébuleuse de l'hélice révèlent toutes, dans les images de Hubble, des structures d'une complexité extraordinaire, des anneaux concentriques, des jets bipolaires, des filaments, des nœuds. Ces structures témoignent de processus physiques complexes en jeu lors des dernières phases de vie stellaire, dont certains, comme la formation des jets et la symétrie de nombreuses nébuleuses planétaires, ne sont pas encore complètement compris. La nébuleuse de l'hélice NGC 7293, située à environ 650 années-lumière dans la constellation du Verseau, est l'une des nébuleuses planétaires les plus proches de nous. Elle était connue depuis le XIXe siècle, mais les images de Hubble ont révélé quelque chose que les observations au sol n'avaient pas pu discerner clairement. Des milliers de petites structures denses dans le gaz de la nébuleuse, ressemblant à des têtards pointant vers l'étoile centrale, chacune ayant une queue de gaz plus diffus, s'étirant dans la direction opposée à l'étoile. Ces structures, appelées globules cométaires, en raison de leur ressemblance visuelle avec des comètes, ont une masse individuelle d'environ 20 fois la masse de la Terre et un diamètre comparable à la distance entre le Soleil et Pluton. Leur formation est attribuée à l'instabilité de Rayleigh-Taylor à l'interface entre le gaz dense de la nébuleuse interne et le gaz plus diffus de l'enveloppe externe. Hubble a aussi été l'instrument qui a définitivement confirmé la relation entre les trous noirs supermassifs et les galaxies qui les hébergent. La question de l'existence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies était débattue depuis des décennies. On savait qu'il existait des noyaux actifs de galaxies, des quasars, des objets d'une luminosité extraordinaire alimentés par l'accrétion de matière. Mais la preuve directe de trous noirs supermassifs dans des galaxies ordinaires non actives restait difficile à établir depuis le sol. La résolution angulaire insuffisante des télescopes terrestres rendait impossible la distinction entre la dynamique stellaire directement influencée par la gravité d'un trou noir central et d'autres effets. Hubble, avec sa résolution angulaire sans précédent pour un instrument dans l'espace à cette époque, a changé la situation. En mesurant les vitesses des étoiles et du gaz dans les régions centrales de galaxies proches, les astronomes ont pu démontrer la présence de masses concentrées extraordinaires dans des régions infimes. Pour la galaxie M87,
une géante elliptique dans l'amas de la Vierge à environ 55 millions d'années-lumière. Des mesures de la vitesse du gaz dans son noyau par Hubble, publiées en 1994, ont indiqué la présence d'une masse de 2,4 milliards de masses solaires dans une région de moins de 60 années-lumière de diamètre. Cette concentration de masse ne pouvait s'expliquer que par un trou noir supermassif. Ce même trou noir allait faire la couverture de tous les journaux du monde en avril 2019, lorsque la collaboration Event Horizon Telescope a publié la première image directe d'un trou noir, montrant le disque d'accrétion et l'ombre de l'horizon des événements de M87. Les mesures de Hubble sur des dizaines de galaxies ont établi que les trous noirs supermassifs sont la règle, pas l'exception, dans les grandes galaxies. Et plus surprenante encore, ces mesures ont révélé une relation étroite entre la masse du trou noir central et certaines propriétés de la galaxie haute, notamment la dispersion de vitesse des étoiles dans le renflement central de la galaxie. Relation connue sous le nom de relation M-sigma. Cette corrélation entre un objet minuscule, le trou noir, dont la sphère d'influence directe est infiniment petite comparée à la taille totale de la galaxie et les propriétés globales de la galaxie entière, suggère une rétroaction intime entre la croissance des trous noirs et l'évolution des galaxies. Des mécanismes précis de cette rétroaction, impliquant notamment les jets et les vents de matière produits par les trous noirs actifs, restent un domaine de recherche très actif. Un autre domaine dans lequel Hubble a révolutionné notre compréhension est celui des étoiles variables et des mesures de distance cosmique, directement liées à la tension de Hubble évoquée dans la partie précédente. Les étoiles céphéides sont des étoiles variables dont la luminosité varie de façon périodique, avec des périodes allant de quelques jours à quelques semaines. La relation entre leur période de variation et leur luminosité absolue, découverte par Henrietta Swan Leavitt au Harvard College Observatory en 1912, en fait des indicateurs de distance extraordinairement précis. Mais pour utiliser les céphéides comme chandelle standard, il faut d'abord étalonner cette relation en mesurant les distances de quelques céphéides proches par d'autres méthodes indépendantes. Hubble a joué un rôle central dans ce programme d'étalonnage. L'un des projets scientifiques clés de Hubble dès son lancement était le Hubble Key Project, un programme d'une décennie dirigé par Wendy Friedman du Carnegie Observatories, destiné à mesurer la constante de Hubble en détectant des étoiles céphéides dans des galaxies de l'amas de la Vierge et d'autres galaxies jusqu'à environ 60 millions d'années-lumière. Le projet a publié ses résultats finaux en 2001 dans The Astrophysical Journal, donnant une valeur de la constante de Hubble de 72 plus ou moins 8 km par seconde par mégaparsec. C'était la première mesure de cette constante avec une incertitude inférieure à 10%, un résultat qui avait nécessité des décennies d'efforts instrumentaux et scientifiques. Mais Hubble a aussi contribué à mesurer les distances à travers ce qu'on appelle la population 2 des céphéides, des étoiles chimiquement différentes des céphéides classiques de population 1. Une étude publiée en 2021 par une équipe du Space Telescope Science Institute, dirigée par Wendy Friedman, utilisant en partie des données de Hubble, mais aussi le télescope Spitzer, a suggéré une valeur intermédiaire pour H0 d'environ 69 à 70 km par seconde par mégaparsec entre les valeurs du fond diffus cosmologique et des mesures locales basées sur les supernovas, ce qui a alimenté encore davantage le débat sur la réalité de la tension de Hubble. Il faut aussi mentionner les contributions de Hubble à l'étude des exoplanètes, ces planètes en orbite autour d'étoiles autres que le Soleil. Hubble n'a pas été conçu pour détecter des exoplanètes directement, tâche rendue difficile par la luminosité écrasante des étoiles par rapport à leurs planètes. Mais il a été pionnier dans l'analyse des atmosphères d'exoplanètes par spectroscopie de transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, selon notre ligne de vue, une infime fraction de la lumière stellaire
traversent l'atmosphère de la planète et portent l'empreinte chimique de celle-ci sous forme de raies d'absorption à des longueurs d'onde spécifiques. En 2001, des astronomes utilisant Hubble ont détecté pour la première fois l'atmosphère d'une exoplanète. Il s'agissait de HD 209 458 b, une géante gazeuse en orbite très serrée autour de son étoile, à environ 150 années-lumière. L'atmosphère de cette planète contenait du sodium, révélé par sa signature spectroscopique dans les données de Hubble. Cette observation, publiée dans Science par David Charbonneau et son équipe, a ouvert un champ entièrement nouveau de l'astronomie, la caractérisation atmosphérique des exoplanètes, qui est aujourd'hui l'un des domaines les plus actifs de la recherche astronomique et constitue la voie principale par laquelle nous espérons détecter des biosignatures chimiques potentielles dans les atmosphères de planètes lointaines. Depuis cette première détection, Hubble a caractérisé les atmosphères de dizaines d'exoplanètes, détectant de l'eau, du méthane, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et d'autres molécules dans des atmosphères planétaires à des dizaines et des centaines d'années-lumière. Ces observations ont montré une diversité extraordinaire dans la composition et la structure des atmosphères planétaires, suggérant que les systèmes planétaires de l'univers sont loin d'être des copies conformes d'une autre. Ainsi, pendant 34 ans, Hubble a tourné son regard dans toutes les directions avec une curiosité scientifique insatiable. Des tempêtes planétaires aux nébuleuses stellaires, des trous noirs supermassifs aux atmosphères d'exoplanètes, des amas globulaires aux galaxies en fusion. Il a systématiquement repoussé les frontières de ce que nous pouvons voir et comprendre. Chaque observation a contribué à une image de plus en plus détaillée et de plus en plus complexe du cosmos, une image dans laquelle la simplicité apparente cache toujours une richesse de processus et de structures qui défient nos attentes. Mais en décembre 2021, quelque chose de nouveau a rejoint Hubble dans son orbite silencieuse autour du Soleil, non pas à 547 km d'altitude, mais à 1 500 000 km de la Terre, au point de Lagrange L2. Un observatoire d'une ambition encore plus grande, portant un miroir d'or de 6,5 mètres de diamètre, froid comme l'espace lui-même, conçu précisément pour voir ce que Hubble ne pouvait pas voir. Le télescope spatial James Webb. Et ce que James Webb a vu en regardant dans les mêmes directions que Hubble, vers les régions les plus reculées et les plus anciennes de l'univers, a non seulement confirmé certaines anomalies que Hubble avait commencé à entrevoir, mais en a révélé de nouvelles, plus nettes, plus nombreuses et plus difficiles à ignorer. Des galaxies qui n'auraient pas dû exister. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de regarder vers le passé pour comprendre le présent. Les historiens le font avec des documents et des artefacts. Les géologues le font avec les couches de roches et les fossiles. Les astronomes le font avec la lumière. Et pendant 34 ans, Hubble a été l'instrument le plus puissant jamais construit pour cette forme particulière d'archéologie cosmique, cette fouille de l'histoire universelle inscrite dans les photons voyageant depuis des milliards d'années. Mais l'histoire ne se termine pas avec Hubble. Elle continue. Et elle prend un tournant particulièrement inattendu avec l'arrivée de James Webb. Le télescope spatial James Webb a été lancé le 25 décembre 2021 depuis le centre spatial guyanais de Kourou, à bord d'une fusée Ariane 5. Son déploiement s'est déroulé sur plusieurs semaines, un processus d'une complexité extraordinaire impliquant 344 mécanismes de déploiement distincts, dont chacun devait fonctionner correctement pour que le télescope soit opérationnel. Son miroir primaire, composé de 18 segments hexagonaux en beryllium recouvert d'une fine couche d'or, mesure 6,5 mètres de diamètre, soit environ 2,7 fois le diamètre du miroir de Hubble. Sa surface collectrice de lumière est environ 6,3 fois plus grande que celle de Hubble. Mais la différence la plus importante entre Webb et Hubble n'est pas la taille du miroir, c'est la gamme de longueur d'onde observée. Comme évoqué précédemment, Webb est conçu principalement pour l'infrarouge moyen et proche,
couvrant des longueurs d'onde de 0,6 à 28 micromètres. Pour observer dans cette gamme sans être aveuglé par son propre rayonnement thermique, Webb doit être refroidi à des températures extrêmement basses. Son bouclier solaire, déployé en 5 couches de film aluminisé de la taille d'un court de tennis, maintient le côté froid du télescope à environ moins 233 degrés Celsius, soit environ 40 Kelvin. Ces détecteurs infrarouges du milieu sont refroidis encore plus bas, à environ 7 Kelvin, par un réfrigérateur cryogénique actif. Ces températures extraordinairement basses lui permettent de détecter le rayonnement infrarouge des objets les plus froids et les plus lointains de l'univers, des galaxies dont la lumière visible originelle a été décalée vers l'infrarouge par l'expansion cosmique au point de devenir totalement invisible pour Hubble. Les premières images scientifiques de James Webb ont été publiées le 12 juillet 2022. Parmi elles, un champ profond analogue au Hubble Ultra Deep Field, observé dans la direction de l'amas de galaxies SMACS 0723. Cet amas, situé à environ 4,6 milliards d'années-lumière, agit comme une lentille gravitationnelle naturelle, amplifiant et déformant la lumière des galaxies encore plus lointaines situées derrière lui. Dans cette première image de Webb, des galaxies dont le redshift atteignait des valeurs supérieures à 8 étaient visibles avec une clarté inégalée, leur lumière ayant voyagé plus de 13 milliards d'années. Mais c'est ce que Webb a commencé à voir systématiquement dans les mois et les années suivants qui a véritablement secoué la communauté cosmologique. Des galaxies massives, lumineuses, structurées, existant à des redshifts de 10, 11, 12 et même au-delà. Des objets dont la lumière avait voyagé pendant plus de 13,2 milliards d'années, existant à une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Des galaxies qui, selon les prédictions du modèle lambda CDM, n'auraient pas dû avoir eu le temps de se former, d'accumuler autant de masse stellaire, de développer des structures aussi organisées. En 2023, une étude publiée dans la revue Nature par une équipe dirigée par Ivo Labbé de l'université Swinburne, en Australie, a identifié 6 candidats galaxies à très haut redshift, avec des masses stellaires potentiellement de l'ordre de 10 milliards à 100 milliards de masses solaires. Si leur redshift et leur masse stellaire étaient confirmés, ces objets contiendraient autant de matière en étoiles que certaines des plus grandes galaxies de l'univers actuel, mais à une époque où l'univers n'avait que 5 à 700 millions d'années. Labbé et ses collègues ont qualifié ces objets de monstres cosmiques dans leur article et ont noté explicitement que leur existence mettrait sous pression significative les modèles de formation des galaxies dans le cadre lambda CDM. Il faut être précis ici, parce que la prudence scientifique est essentielle. Ces objets sont des candidats. Leurs propriétés sont dérivées de mesures photométriques, c'est-à-dire basées sur la luminosité mesurée dans différentes bandes de longueur d'onde, plutôt que de spectroscopie directe, qui fournirait des mesures de redshift plus fiables et des informations plus précises sur la composition stellaire. Des erreurs sont possibles. Certains de ces objets pourraient avoir des redshifts différents de ceux estimés photométriquement. Leur masse stellaire pourrait être surestimée si leur lumière est amplifiée par des effets de lentilles gravitationnelles, non pris en compte, ou si leur population stellaire est plus jeune et plus lumineuse que supposé. C'est précisément pourquoi des programmes de spectroscopie de suivi avec les instruments de Webb, notamment le Near Infrared Spectrograph, NIRSpec, et le Mid-Infrared Instrument, MIRI, ont été entrepris pour confirmer ou infirmer ces estimations. Certains de ces objets ont été confirmés spectroscopiquement comme étant effectivement à très haut redshift. D'autres ont vu leurs propriétés révisées. La science est en cours. Les résultats continuent d'affluer. Ce qui est indéniable, c'est qu'avec Webb, le nombre de galaxies confirmées à des redshifts supérieurs à 10 a explosé. Avant Webb, on pouvait compter les galaxies spectroscopiquement confirmées à de tels redshifts sur les doigts des deux mains.
Quelques mois après le début des opérations scientifiques de Webb, ce nombre avait augmenté de façon spectaculaire. La frontière de l'univers observable en termes de galaxies confirmées a été repoussée vers des époques de plus en plus reculées. En avril 2023, une équipe de recherche a annoncé la confirmation spectroscopique de galaxies à des redshifts d'environ 13, correspondant à une époque où l'univers n'avait qu'environ 320 à 330 millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies, bien que relativement peu massives, existaient si tôt dans l'histoire cosmique qu'elles contraignent fortement les modèles de formation des premières étoiles et des premières structures. Et en mars 2024, une équipe dirigée par Stefano Carniani de la Scuola Normale Superiore à Pise a annoncé la détection spectroscopique d'une galaxie désignée JADES-GS-Z14-0, confirmée à un redshift de 14,092, ce qui la place à une époque où l'univers n'avait qu'environ 290 millions d'années. Cette galaxie, dont la taille angulaire mesurée par Webb correspond à un diamètre physique d'environ 1600 années-lumière, montrait des signes d'oxygène ionisé dans son spectre. La présence d'oxygène, un élément lourd produit par les étoiles dans leur réaction nucléaire et dispersé dans le milieu interstellaire lors des supernovas, signifie que cette galaxie avait déjà produit et recyclé au moins une génération d'étoiles massives à ce stade extrêmement précoce. Pour ce faire, les premières étoiles de cette galaxie devaient s'être formées encore plus tôt, peut-être dans les premiers 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Cette découverte, publiée dans Nature en mai 2024, représente à ce jour l'une des plus reculées confirmées spectroscopiquement. Et elle suggère que la formation des premières étoiles et galaxies a été un processus plus rapide et plus efficace que beaucoup de modèles ne le prédisaient. Comment réconcilier ces observations avec le modèle lambda CDM? Plusieurs pistes sont explorées par les théoriciens. Certains chercheurs proposent que les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, les étoiles hypothétiques, formées à partir du gaz primordial, composé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium sans éléments lourds, auraient été beaucoup plus massives et plus lumineuses que les étoiles actuelles. Des étoiles de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de masses solaires, brûlant leur combustible à un rythme frénétique, illuminant les premières galaxies d'un éclat extrême. Cette hypothèse, non encore confirmée observationnellement, mais cohérente avec certains modèles théoriques, pourrait expliquer en partie la luminosité exceptionnelle de certaines galaxies primitives sans nécessiter des masses stellaires aussi grandes que les estimations photométriques le suggèrent. D'autres chercheurs suggèrent que les premières galaxies étaient beaucoup moins poussiéreuses que les galaxies actuelles, ce qui signifie que leur lumière était moins absorbée et réémise dans l'infrarouge. Si les premières galaxies étaient effectivement moins riches en poussière, leurs propriétés déduites des observations de Webb pourraient être plus proches de leurs propriétés intrinsèques réelles que ce que nos modèles d'interprétation calibrés sur les galaxies actuelles supposent. Une troisième piste, plus radicale, consiste à modifier le modèle cosmologique lui-même. Certains théoriciens explorent des variantes du modèle standard dans lesquelles la matière noire a des propriétés légèrement différentes de celles supposées dans le modèle lambda CDM standard, permettant la formation de structures plus rapides aux époques primitives. D'autres proposent des modifications de la physique de l'inflation cosmique qui généreraient un spectre de fluctuations primordiales légèrement différent, favorisant la formation précoce de structures denses. Aucune de ces hypothèses n'est encore confirmée. La communauté scientifique est en train de travailler activement sur ces questions, en collectant davantage de données spectroscopiques avec Webb, en développant de nouvelles simulations informatiques plus sophistiquées, en cherchant des explications qui permettent de réconcilier les observations avec notre cadre théorique existant ou, si nécessaire, de le modifier de manière minimale mais significative. L'honnêteté scientifique impose de noter que nous ne savons pas encore si ces observations de Webb
représentent un problème fondamental pour le modèle lambda CDM, ou si elles seront finalement expliquées dans le cadre actuel par des effets physiques sous-estimés. Les deux possibilités sont sérieusement envisagées par des chercheurs compétents. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le cosmos contient des surprises que nos meilleurs modèles ne prévoyaient pas, et que ces surprises sont une invitation à affiner notre compréhension, pas une invitation à abandonner les fondements solides de la cosmologie moderne. Revenons maintenant à Hubble et à sa situation actuelle. En avril 2024, à l'occasion du 34e anniversaire du lancement de Hubble, la NASA a publié un bilan de l'état du télescope. Hubble fonctionne toujours, mais dans des conditions dégradées. Sur les 6 gyroscopes installés lors de la dernière mission de maintenance en 2009, il n'en reste que 3 en état de fonctionnement, et l'un d'eux présentait des problèmes intermittents. En juin 2024, la NASA a annoncé que Hubble passerait en mode de fonctionnement avec un seul gyroscope, ce qui lui permettrait de continuer à opérer, mais avec certaines limitations dans sa capacité à pointer et à suivre des cibles. Ce passage en mode un gyroscope n'est pas une catastrophe. Hubble a été conçu avec cette option de fonctionnement dégradé, en prévision précisément de ce type de situation. Dans ce mode, il peut toujours observer la majorité de ses cibles scientifiques habituelles, avec seulement environ 12% du ciel temporairement inaccessible à tout moment donné. Sa résolution et sa sensibilité restent inchangées. Il continue de produire des données scientifiques de qualité, mais il s'agit d'un signe clair que Hubble entre dans la phase finale de sa vie opérationnelle. Sans nouvelle mission de maintenance, impossible depuis l'arrêt du programme des navettes spatiales en 2011, les défaillances progressives de composants réduiront inexorablement ses capacités. La NASA estime qu'il pourrait continuer à fonctionner jusqu'au milieu ou à la fin des années 2030, mais avec des capacités probablement de plus en plus limitées. Quand Hubble cessera finalement de fonctionner, ce sera la fin d'une époque remarquable dans l'histoire de l'exploration humaine. 34 ans, plus d'1 300 000 observations, 19 000 articles scientifiques et plus, 5 missions de maintenance, des générations d'astronomes dont la carrière entière a été façonnée par ces données, des images qui ont changé non seulement la science, mais la culture, notre façon collective d'imaginer et de visualiser le cosmos. Mais l'héritage de Hubble ne réside pas seulement dans ses découvertes, il réside dans la méthode qu'il a incarnée. La décision de pointer Hubble vers le vide apparent en décembre 1995 était un acte de foi scientifique. Une prise de risque calculée, basée sur une intuition que l'univers ne pouvait pas être aussi vide qu'il le semblait. Cette intuition était correcte, et elle nous a enseigné quelque chose de fondamental sur la façon de faire de la science. Parfois, la découverte la plus importante se trouve précisément là où on ne pense pas la chercher, dans les espaces entre les choses connues, dans les silences apparents du cosmos. Ce principe, regarder dans les espaces vides, explorer les régions ignorées, a été appliqué à nouveau et encore pour produire des résultats transformateurs. Chaque champ profond de Hubble a confirmé que le vide apparent n'est jamais vraiment vide, que partout où l'on regarde avec suffisamment de sensibilité, l'univers révèle sa complexité profonde, sa densité d'histoire, son abondance de structures et d'événements. Cette leçon dépasse l'astronomie. Elle nous parle de la nature de l'ignorance et de la curiosité. Nous avons tendance à diriger notre attention et nos ressources vers ce que nous savons déjà être intéressant, vers les objets brillants, les phénomènes spectaculaires, les cibles évidentes. Mais l'histoire de Hubble suggère que les découvertes les plus profondes peuvent attendre dans les endroits que nous avons négligés précisément parce qu'ils semblaient ne rien contenir. Les prochaines décennies de l'astronomie s'annoncent d'une richesse extraordinaire portée par des instruments d'une puissance sans précédent. James Webb continue de fonctionner et de produire des données de qualité.
Ces observations profondes, notamment dans le cadre de programmes comme le James Webb Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey, JADES, qui couvre des régions incluant le champ de l'Extreme Deep Field de Hubble avec une sensibilité infrarouge bien supérieure, repoussent régulièrement les frontières de ce que nous pouvons observer dans l'univers primitif. JADES a déjà permis de confirmer spectroscopiquement des centaines de galaxies à haut redshift et continue d'identifier de nouveaux candidats aux frontières de l'univers observable. Au sol, le Extremely Large Telescope de l'ESO ou ELT, actuellement en construction sur le Cerro Armazones au Chili, à une altitude d'environ 3046 mètres, aura un miroir principal de 39,3 mètres de diamètre. Sa première lumière est prévue dans la seconde moitié des années 2020. Couplé à des systèmes d'optique adaptative de nouvelle génération qui corrigeront en temps réel les distorsions atmosphériques, il sera capable d'obtenir des images à des résolutions angulaires, comparables, voire supérieures à celles de Hubble pour certains types d'observations, tout en collectant une quantité de lumière incomparablement plus grande. Il pourra également effectuer des spectroscopies détaillées d'exoplanètes et des galaxies lointaines avec une précision inégalée. Dans l'espace, le Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA, dont le lancement est prévu au plus tard en mai 2027, représentera une nouvelle approche. Roman n'aura pas la profondeur de Webb, mais il aura un champ de vue 200 fois plus grand que la Wide Field Camera 3 de Hubble dans une configuration similaire. Là où Hubble et Webb sondent de minuscules fenêtres du ciel en profondeur, Roman cartographiera des surfaces immenses permettant des études statistiques de l'univers à grande échelle, des lentilles gravitationnelles faibles, des supernovas lointaines et de la distribution des galaxies sur des milliards d'années-lumière. Ces instruments futurs ne remplaceront pas ce que Hubble a accompli. Ils s'appuient sur ses fondations. Les champs profonds de Hubble ont défini les régions du ciel les plus étudiées de l'histoire de l'astronomie. Des générations d'instruments, depuis les télescopes terrestres jusqu'à Webb, ont observé et observeront encore ces mêmes champs, ajoutant chaque fois une nouvelle couche d'informations à une archive qui s'enrichit continuellement. Cette stratégie de champ hérité, dans laquelle les mêmes régions sont observées encore et encore avec des instruments de plus en plus puissants et à des longueurs d'onde différentes, représente l'une des approches les plus productives de l'astronomie moderne. Alors, où en sommes-nous, 34 ans après que Hubble a ouvert les yeux sur l'univers? Nous savons que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années dans un état de densité et de chaleur extrême. Nous savons qu'il est en expansion depuis et que cette expansion s'accélère sous l'effet d'une composante énergétique invisible que nous appelons énergie noire et dont nous ne comprenons pas la nature fondamentale. Nous savons que la matière ordinaire ne représente qu'environ 5% du contenu total de l'univers, le reste étant composé de matière noire et d'énergie noire, toutes deux détectées uniquement par leurs effets et non par observation directe. Nous savons que des galaxies se sont formées dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, plus rapidement et dans des configurations plus massives que certains modèles ne le prédisaient. Nous savons que les trous noirs supermassifs sont présents au centre de la quasi-totalité des grandes galaxies et que leur croissance est intimement liée à l'évolution des galaxies qui les hébergent. Ce que nous ignorons est, dans certains sens, encore plus vaste que ce que nous savons. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire à un niveau fondamental. Les candidats hypothétiques incluent des particules massives interagissant faiblement, appelées WIMP, des actions, des trous noirs primordiaux de masse variée, et d'autres propositions. Des décennies d'expériences de détection directe, menées dans des laboratoires souterrains partout dans le monde, n'ont jusqu'à présent pas détecté de signal clair, bien que les contraintes sur les propriétés des candidats se soient considérablement resserrées. Nous ne savons pas ce qu'est l'énergie noire, si c'est simplement la constante cosmologique d'Einstein, une énergie inhérente au vide, ou si c'est quelque chose de plus complexe qui évolue dans le temps.
Des missions comme Euclid de l'ESO, lancée en juillet 2023, et le Roman Space Telescope sont spécifiquement conçus pour tester si l'énergie noire est constante ou variable, en mesurant avec précision l'histoire de l'expansion cosmique et la croissance des structures à grande échelle. Nous ne savons pas comment les premières étoiles se sont formées précisément, quand exactement les premiers trous noirs supermassifs ont émergé, ou par quel mécanisme ils ont atteint des masses de milliards de masses solaires si rapidement. Nous ne savons pas si les tensions actuelles dans le modèle standard, la tension de Hubble notamment, requièrent une physique nouvelle ou trouveront leur résolution dans des erreurs systématiques non encore identifiées. Et nous ne savons pas, bien sûr, si l'univers que nous observons dans les champs profonds de Hubble et de Webb, cet univers de 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, est l'univers tout entier ou simplement une bulle dans quelque chose de bien plus vaste encore. Cette dernière question est peut-être la plus vertigineuse. L'univers observable est délimité par la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang jusqu'à nous. Son rayon est d'environ 46 milliards d'années-lumière, un chiffre plus grand que l'âge de l'univers en années-lumière en raison de l'expansion cosmique. Mais l'univers réel, s'il est fini, pourrait être bien plus grand que cette bulle observable. Et s'il est infini, alors notre bulle observable n'est qu'une fraction infinitésimale de ce qui existe. Les hypothèses de multiverse, des univers multiples distincts d'une autre, font l'objet d'une spéculation théorique sérieuse dans certains contextes de la physique des cordes et de l'inflation éternelle. Mais il faut être honnête. Ces hypothèses ne sont pas aujourd'hui vérifiables observationnellement. Elles sont des extrapolations théoriques qui restent en dehors du domaine de la science empirique tant qu'aucune prédiction testable ne peut en être dérivée. Ce que la science peut affirmer avec confiance, c'est ce que les images de Hubble ont rendu viscéralement évident. Dans la direction du vide le plus profond, dans le coin de ciel qu'on pouvait couvrir avec la tête d'une épingle, il y avait des milliers de galaxies. Chaque galaxie contenant des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile potentiellement entourée de planètes. Et cela était vrai dans toutes les directions où Hubble regardait. L'univers n'est pas vide. L'univers est plein, d'une façon que nul n'avait pleinement anticipée avant que Hubble ne nous l'ait montré. Plein de galaxies, plein d'étoiles, plein de processus physiques, d'une beauté et d'une complexité extraordinaires, plein d'histoires inscrites dans la lumière, qui voyagent depuis des milliards d'années pour atteindre notre petit miroir en orbite. Et dans ce cosmos extraordinairement peuplé, riche, actif et ancien, nous existons. Sur une planète autour d'une étoile, dans un bras spiral d'une galaxie, parmi 2000 milliards d'autres. Pas au centre de quoi que ce soit, pas dans un endroit particulièrement privilégié de l'espace ou du temps, mais quelque part, avec la capacité unique, dans toute cette vastitude, de se demander d'où tout cela vient et où cela va. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire que Hubble nous ait apprise, non pas un fait particulier sur telle ou telle galaxie lointaine, mais la confirmation que l'univers est objectivement, vérifiablement, incommensurablement plus grand, plus vieux, plus riche et plus complexe que notre intuition quotidienne ne peut le concevoir. Et que nous vivons à une époque où, pour la première fois dans l'histoire de la vie sur cette planète, il existe des instruments capables de saisir une partie infime de cette réalité et de la rendre visible. Hubble a été cet instrument pour 34 années. Il ne sera pas le dernier. L'histoire de l'humanité regardant vers les étoiles avec curiosité, construisant des instruments de plus en plus précis pour voir de plus en plus loin, posant des questions de plus en plus profondes sur sa propre origine et sa place dans le cosmos, cette histoire ne s'arrête pas avec un télescope. Elle continue, portée par chaque nouvelle génération de chercheurs, d'ingénieurs, d'astronautes et de curieux, qui regardent vers le ciel et se demandent ce qui se trouve au-delà. Le vide du cosmos n'est pas vide. Il n'a jamais été vide. Et maintenant, grâce à un miroir de 2,4 mètres en orbite, à 547 km au-dessus de nos têtes, nous le savons avec certitude.